Bonjour, bon midi, bienvenue à ce midi causerie de l'Institut EDS qui s'intitule aujourd'hui Expertise ou accompagnement. Quelle approche pour soutenir le changement de pratique en agriculture? On a la chance d'accueillir M. Romain Dureau, qui est professeur adjoint en gestion et financement agricole à l'Université Laval. Je vais vous présenter un peu plus tard, plus en détail, là, les différentes affiliations de M. Dureau. Mais avant, j'aimerais donner la parole à Mme Bouchard, qui est directrice adjointe de l'Institut, également je vais lui laisser se présenter. Qui va nous faire un petit mot. Oui, avec grand plaisir. Merci, Jason. Donc, bien sûr, avec mon chapeau d'adjointe au vice-recteur aux affaires internationales et développement durable et plus directement en lien avec la direction adjointe de l'Institut EDS, ça me fait vraiment plaisir de vous glisser quelques mots en lien avec l'Institut EDS, pour ceux peut-être qui le connaissent un peu moins. Donc, il s'agit bien sûr d'un carrefour interdisciplinaire scientifique qui rassemble une très grande expertise en développement durable et autour de tous les enjeux de l'action climatique. On a près de 500 membres qui sont soit des chercheurs, professeurs ou des étudiants des deux et troisième cycles. Sinon, il y a d'autres catégories de membres. Donc, pour avoir plus d'informations, vous pourrez contacter Jason qui vous mettra sous peu le lien dans le chat. Mais je voulais surtout souligner deux grandes activités qui seront présentées sous peu. À chaque année, l'Institut présente une quarantaine d'activités d'animation scientifique en lien avec ces grandes thématiques, ces grands enjeux, et développe maintenant plus d'une dizaine de projets structurants. Prochainement, nous tiendrons le colloque annuel de l'Institut EDS, donc les 27 et 28 mars prochains. Vous êtes tous et toutes très chaleureusement invités. Il y a une belle programmation et c'est toujours un moment privilégié d'entendre des présentations, mais aussi d'échanger. Également, j'aimerais souligner cette activité phare qui sera présentée les 20 et 21 mai prochains, soit le deuxième rendez-vous de l'action climatique, ce grand rassemblement interdisciplinaire à l'Université Laval pour ensemble échanger, explorer autour de ces grands enjeux très criants de notre époque, mais aussi pour entendre et être en contact avec plusieurs partenaires porteurs dans nos communautés d'action, de co-création, de projets de co-création entre la recherche et le milieu. Donc, sans plus tarder, on va laisser la place, bien sûr, à notre panéliste, Monsieur Romain-Paul Dureau. Donc, Jason, je te laisse la parole et je Oui, vous souhaite vraiment d'en profiter et de participer très activement. merci beaucoup, Karen. Je vais juste donner un peu plus de détails. M. Dureau le mentionnait tout à l'heure, professeur adjoint en gestion et financement agricole. Il est bien sûr membre régulier de l'Institut, donc un membre relativement récent, là, donc on va apprendre à connaître. Il est aussi chercheur au Réseau québécois de recherche en agriculture durable. Il est membre de la chaire d'analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective. Et il est aussi chercheur associé à l'UMR Territoire en France. Voilà. Juste avant, pendant que peut-être M. Dureau, merci d'être là, bien sûr, puis pendant qu'il prépare le partage de sa présentation, je veux juste mentionner que la présentation va durer environ 25 minutes. Donc, comme à l'habitude, là, pour ceux qui sont habitués, il y a toujours une période de questions et d'échanges après avec notre intervenant. Voilà. M. Dureau, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup, Madame Bouchard, pour l'accueil et l'organisation. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps midinal de discussion. La présentation que je vous propose aujourd'hui se présente sous la forme d'une question. Quelles approches pour soutenir le changement de pratique en agriculture? Euh, je je fais pas de spoiler en disant que j'apporte pas de réponse définitive à cette question qui va rester ouverte à l'issue de ma présentation et qui pourra faire l'objet donc de la discussion qui s'en suivra. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Donc on va y aller bien simplement et j'espère que mon partage d'écran fonctionne bien, mais a priori oui.
On va y aller bien simplement. Donc, je vais pas revenir un peu sur les enjeux du changement de pratique, de la transition agro-environnementale. Euh, voilà. Je vais considérer on a on a ces éléments-là en tête. Je vais revenir sur c'est quoi le changement de pratique en agriculture, sur ses déterminants, revenir un peu sur le rôle du conseil qu'on a identifié dans cette dynamique de changement de pratique, puis poser une question sur finalement est-ce que la logique traditionnelle que l'on connaît du conseil agricole est pas arrivée à un petit peu un bout de souffle face à ces nouveaux enjeux. Et je vous présenterai quelques éléments de la programmation de recherche que l'on développe avec les étudiants avec qui je travaille. Donc, si on regarde quelques revues de littérature récentes qui ont fait le bilan des facteurs qui influencent le changement de pratique en agriculture, on se rend compte qu'ils sont alors déjà très nombreux. Il y a de mémoire dans cette revue de littérature-là, parue en 2022, 26 facteurs qui ont été identifiés comme influençant le changement de pratique, que ce soit comme des barrières au changement ou comme des facilitateurs du changement. Et on voit que ce sont des facteurs qui sont inscrits dans différentes dimensions, que ce soit la dimension financière, le lien avec les marchés, les caractéristiques du producteur, les caractéristiques de la ferme, le système de régulation, le système de politique publique, euh, les, euh, les capacités aussi des producteurs à conduire le changement, leurs préférences. Mais on voit aussi qu'il y a parmi ces facteurs importants la diffusion de l'information qui apparaît comme déterminant et aussi les interactions, les relations entre les différents acteurs. Donc, je vous ai mis ici en surligné jaune les services d'extension, les services de diffusion des connaissances et de conseils qui apparaissent comme un facilitateur du changement de pratique à la ferme. Mais derrière ça, en réalité, il y a tous les facteurs qui favorisent la diffusion d'une information, mais pas n'importe quelle information, une information qui doit être valorisée et répondre aux besoins des producteurs. Ça, c'est très important. Et notamment l'enjeu de faire le lien entre la recherche, la science et les pratiques sur le terrain. Et donc, évidemment, tout ça favorise de la diffusion et la construction des connaissances sur les nouvelles pratiques que l'on veut soutenir. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que tous les facteurs sont significatifs, ont une influence significative? Bah, là, si on regarde une autre revue de littérature de 2023 qui s'est intéressée uniquement aux études quantitatives, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes catégories, les mêmes types de facteurs. Donc ça, c'est plutôt heureux. Euh, mais on se rend compte que dans les différentes études empiriques qui ont été traitées et rassemblées dans cette revue de littérature, tous les facteurs ne sortent pas significatifs dans chacune des études. Si on regarde par exemple ici la relation avec les conseillers, on se rend compte que dans 60% des études, c'est un facteur qui est significatif, mais dans 40% des études, c'est un facteur qui n'apparaît pas comme significatif. Et c'est la même chose hein, si on regarde la relation avec les autres producteurs, la relation avec les médias, la mise en réseau. Voilà, on a parfois on a des différences entre les études. Toutes considèrent ces facteurs-là, mais toutes ne concluent pas à un lien significatif avec le changement de pratique. Plus spécifiquement, au Québec, on a des travaux là-dessus, notamment un article de mon collègue Lota Tamini qui a identifié qu'il y avait au Québec un lien positif entre les activités de vulgarisation en agro-environnement et l'adoption d'un certain nombre de bonnes pratiques agricoles. Donc, il y a un débat, on va dire la littérature ne converge pas forcément sur le caractère significatif ou non de ces différents facteurs. Alors, il y a plein d'hypothèses pour expliquer ça. Mais il y a à mon sens quelque chose qui est important de considérer, c'est ce que l'on a développé dans un travail récent qui a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise qui est en train d'être déposé, c'est que ces facteurs-là, ils n'agissent pas de manière indépendante. Ces facteurs, ils sont en interrelation, ils sont en interaction. Et ce qui fait que dans un contexte spécifique, un même facteur, selon qu'il est en interaction cohérente ou non avec les autres, va pouvoir peut-être avoir un effet significatif ou non.
Donc là, vous voyez par exemple une cartographie des facteurs qui influencent dans le secteur de la canneberge au Québec l'adoption de la gestion intégrée des ennemis des cultures par les producteurs. En vert, ce sont les facteurs qui agissent plus comme des incitatifs à l'adoption de ces pratiques-là, et en rouge, des facteurs qui interviennent plus comme des freins. Et on voit clairement avec cette cartographie, donc non seulement que la pondération des facteurs, l'importance dans le discours de ces facteurs-là est variable, mais on voit la position centrale des services conseils dans le secteur de la canneberge, qui à la fois favorise la mise en réseau des producteurs, favorise la recherche et développement, favorise des attitudes positives vis-à-vis des pratiques de gestion intégrée. Bref, on voit que le service conseil sont vraiment déterminants, mais ils sont déterminants parce qu'ils permettent de mettre en réseau finalement la diversité des facteurs. Si on regarde plus spécifiquement ce qu'il y a derrière les réseaux de diffusion des connaissances, on se rend compte qu'il y a déjà une diversité de conseillers qui interviennent, que ce soit les conseillers de l'association des producteurs, du centre de services conseil spécifique. Il y a aussi des conseillers privés qui interviennent, qui sont parfois des conseillers propres aux différentes entreprises agricoles. Il y a des partenaires de diffusion. Les acheteurs de canneberge propose aussi des activités de conseil et d'accompagnement. Donc on voit que derrière même cette notion de conseil, il y a en réalité une diversité d'acteurs et donc une diversité d'activités et de pratiques de conseil. Donc ça amène finalement à ne pas considérer le conseil comme un facteur binaire, on est conseillé ou on n'est pas conseillé, mais ça amène à se poser la question de comment est-ce que fonctionne le système de conseil en ouvrant un petit peu plus cette boîte noire. C'est d'autant plus important d'ouvrir cette boîte noire que lorsque je donne des formations auprès de conseillers agricoles, il y a souvent ce genre de remarque qui est faite lors de la discussion, c'est que les agriculteurs n'appliquent pas les préconisations des conseillers. Et donc, évidemment, ça crée alors de l'incompréhension, peut-être même de la frustration du conseiller qui essaie de bien faire évidemment son travail, qui est convaincu que la recommandation qu'il formule est la bonne. Et donc, voilà, les conseillers disent, ils ne nous écoutent pas, donc forcément, ça ne marche pas. Et ça, c'est un constat qui est, je pense, partagé par beaucoup de conseillers et qu'il faut adresser. On peut pas laisser tout un secteur professionnel dans la frustration. Donc, pour essayer de comprendre ça, je vais revenir brièvement sur le rôle historique du conseil agricole, puis je vais enfin en donner une définition. Alors, on pourrait en discuter de cette définition-là, mais je reprends celle de Julie Ruiz. Donc le conseil, en fait, c'est un ensemble de professionnels en lien avec les producteurs qui vont chercher ou tenter d'influencer les pratiques et les décisions des producteurs. Donc c'est une définition qui est assez large, mais qui correspond bien au constat que l'on fait qu'il y a une diversité de sources de conseils dans le milieu agricole. Ce qu'il faut comprendre du développement historique du conseil, c'est qu'il a été euh, con- mis en place en même temps que la recherche agronomique, la modernisation agricole, avec une mission bien spécifique qui était d'assurer le transfert et la vulgarisation des connaissances qui étaient produites par la recherche jusqu'au milieu agricole. Et donc pour ça, il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit en France par exemple ou au Québec, c'est la même logique au départ. Avant les années 80, c'était beaucoup des groupes de développement, hein. En France, on appelle ça les groupes de vulgarisation agricole. C'était beaucoup du conseil en groupe où les producteurs travaillaient ensemble pour mettre en œuvre les pratiques de la modernisation de leurs pratiques. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Je passe sur les différentes étapes, mais aujourd'hui, on n'est plus dans du conseil avec des groupes de co-développement. On est plus dans du conseil directif et plus individualisé. Alors évidemment, ça a des avantages, je vais y revenir, mais ça a aussi des inconvénients parce que au final, le conseil est devenu une marchandise, il est mis en marché, il est vendu, hein. Aujourd'hui, c'est le paiement à l'acte, hein, pour la plupart des conseils qui sont proposés aux producteurs. Et donc, évidemment, ça transforme la relation entre le producteur et le conseiller. Et notamment, le conseiller est là pour répondre aux besoins formulés par le producteur, mais a peut-être moins de marge de manœuvre pour identifier des questions que le producteur n'a pas mises en avant pour l'instant.
Et donc, cette forme de conseil-là, elle est intéressante, elle nécessite un haut degré d'expertise. Donc, ça, c'est une montée en compétences très importante des conseillers qui doivent être capables d'adapter ces connaissances-là aux réalités locales des différentes entreprises pour les accompagner dans la mise en œuvre de pratiques agro-environnementales. Mais c'est un conseil qui reste ancré dans une culture un petit peu de la solution clé en main où à chaque problème, il y a une solution. Si on veut caricaturer un petit peu, c'est un problème égale un produit. Voilà, c'est un petit peu ça la caricature qu'on en fait. La conséquence de ça, c'est que les producteurs ont tendance à peut-être perdre en autonomie dans leur apprentissage, parce ils sont finalement mis dans une posture d'exécutant et non pas tant dans la posture de celui qui conçoit la solution. Ce qui amène un certain nombre d'auteurs à questionner un éventuel ou une sorte d'épuisement de ce modèle qu'ils appellent diffusionniste, dans le sens c'est du transfert descendant, top-down, des connaissances et des technologies dont l'expert et l'émetteur et le producteur et le destinataire. Donc ça pose déjà un problème parce que la formulation du besoin du producteur va déjà conditionner quelque part les bonnes solutions. Hein, c'est un peu comme le médecin qui fait son diagnostic, on fait le diagnostic et donc voilà le remède à appliquer, ce qui a tendance à limiter la capacité d'innovation et d'adaptation des producteurs et peut-être même de l'ensemble des acteurs de ce système de conseil. Ensuite, on voit bien que le conseil, il a tendance à être un petit peu tiraillé entre divers rôles. Il est un petit peu en tension entre un rôle peut-être plus technique, d'accompagnement technique, mais aussi de promotion peut-être de certaines politiques publiques. Il y a des fonctions qui sont des services payants, mais peut-être d'autres fonctions qui relèvent plus d'un service public. On oscille entre des logiques de guichet, de paiement à l'acte, puis parfois des logiques de projet. Est-ce qu'on fait du conseil, de l'audit? Est-ce qu'on est là pour contrôler les pratiques des producteurs? Bref, il peut y avoir une ambiguïté sur le rôle ou les rôles du conseil. Ce qu'on voit aussi, c'est que les conseillers font face à un public peut-être d'une diversité croissante. Ils font face parfois à une résistance au changement et ils doivent composer avec donc cette transformation du conseil qui s'est individualisée au détriment des institutions collectives comme les groupes de développement qui existaient auparavant. Puis ça, évidemment, ça vient un petit peu se heurter à la nouvelle réalité des besoins des producteurs qui doivent transformer leurs pratiques. Et cette transformation des pratiques, ce que l'on voit bien dans la littérature, c'est que ça nécessite d'impliquer les producteurs dans un processus de réflexion et de conception des solutions. Quand on parle de changement de pratique, ce qui est bien important de mettre en avant, c'est effectivement pas tant la décision en elle-même de dire je change, mais le processus par lequel ça passe. Donc ça, c'est très documenté dans dans la littérature. Des travaux ont été conduits en France et au Québec sur ces questions-là. D'abord, le processus de transition, c'est le passage au travers de phases de ce qu'on peut appeler de cohérence agronomique ou de logique agronomique. On peut retrouver ces concepts-là qui ne sont pas parfaitement synonymes, mais l'idée, c'est vraiment que, il y a des phases, il y a des étapes dans la transition, dans le raisonnement des producteurs et dans la mise en œuvre de diverses pratiques. Et donc, tout au long de ce processus-là, ben, ils sont amenés, effectivement, les producteurs, à mobiliser des ressources informationnelles et relationnelles, donc des sources de connaissances, des sources de conseils pour conduire le changement. Et donc, à partir du moment où on considère qu'il y a une diversité d'acteurs du conseil et une diversité de sources de connaissances, eh bien, ça interroge la manière dont s'organisent de manière cohérente ces différentes sources-là. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est peut-être ça qui caractérise notre époque, c'est que le processus de changement, c'est pas d'abord l'appropriation d'une nouvelle pratique. Ça commence par un processus de perte, un processus de deuil, on pourrait même dire, si on mobilise un vocabulaire un peu plus psychosociologique. Et j'aime bien cette qualification d'un chercheur qui s'appelle Lemery. Il parle de savoir négatif. Dire que c'est plus facile de définir ce qui ne marche pas, ce qui ne marche plus, ce qui ne peut plus durer, donc ce qu'il faut arrêter de faire. Et c'est beaucoup moins facile de dire ce qu'il faut faire de manière très certaine en disant voilà la solution qui est adaptée parfaitement à votre situation.
Et donc, c'est tout ça l'enjeu de ce processus de transition, c'est que pour maîtriser des pratiques qu'on appelle agro-environnementales, du semi-direct ou des cultures intercalaires de couverture ou la gestion intégrée des ennemis des ravageurs, ça prend beaucoup de temps pour être en parfaite maîtrise. Et donc, nécessairement, il faut accompagner les producteurs tout au long de cet apprentissage-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ne mettent pas en œuvre, les producteurs, les recommandations exactement de la même manière que les conseillers les formulent. Et donc, au final, ils n'ont pas peut-être la même vision de ce que c'est que la transition. Donc, les producteurs, ils ont leur propre logique qui va peut-être être plus progressive dans la mise en œuvre des pratiques. Le conseiller va dire, voilà telle pratique à mettre en œuvre. Il va pouvoir accompagner le producteur. Mais les producteurs, ils ont leur rationalité, ils ont leur logique. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'ils vont d'abord commencer par un peu une logique qu'on peut qualifier de corrective. En tout cas, ils vont optimiser leurs pratiques présentes, par exemple, limiter la surfertilisation ou alors limiter la surutilisation des pesticides, essayer d'appliquer la dose optimale, supposer qu'elle existe. Puis ensuite, s'ils veulent aller plus loin dans le processus, ça va d'abord supposer qu'ils vont changer leurs outils de décision et la manière dont ils conçoivent leur propre performance. D'ailleurs, si je veux réduire l'utilisation des pesticides, il faut peut-être que j'accepte que mon rendement moyen est moins élevé, ou alors que mon critère de performance n'est plus le rendement moyen, c'est autre chose. Peut-être la charge d'intrants par hectare, etc. Et donc ça suppose de changer un petit peu la vision de ce que c'est que être un bon agriculteur, être performant, et ça correspond à la levée des différents verrous sociotechniques qui peuvent empêcher le processus de transition. Puis dès lors que ce déclic-là a eu lieu, bah, les producteurs vont mettre en place, voilà, progressivement intégrer ces nouvelles pratiques dans leur système, et là, ils vont changer leur logique agronomique. Donc au final, la question qui se pose, selon moi, et qui est ouverte, c'est est-ce que ce que les agronomes appellent transition, c'est-à-dire le passage d'un système à un autre, ce n'est pas finalement la dernière phase de la transition pour les producteurs. Et c'est là où le conseil est un petit peu est réinterrogé par cet enjeu de la transition. Ce que montre Julie Ruiz dans ses travaux, c'est que il y a beaucoup d'interventions en termes de diversité, d'interventions de conseils, à la fois les conseillers de deuxième ligne et de première ligne. Je me focalisais sur les conseils de première ligne, avec un premier conseil qui est un conseil sollicité, c'est-à-dire qui répond à une demande du producteur et qui est marchand. Ce conseil-là, il peut être lié à la vente d'intrants ou non lié à la vente d'intrants. Et il intervient, ce conseil-là, à partir du moment où les producteurs formulent une demande, et donc à partir du moment où les producteurs, ils ont décidé de changer de pratique, ils ont décidé de s'engager dans le processus. Il y a un deuxième type de conseil, qui est un conseil non sollicité et non marchand, qui est le conseil thématique en agroenvironnement, qui est produit par des associations, par exemple, où là, ils vont faire un petit peu du démarchage, on va dire, ils vont essayer de créer peut-être une prise de conscience, qu'on pourrait appeler une prise de conscience, et ils vont essayer d'agir en amont des décisions de changement des producteurs, c'est-à-dire de générer l'envie de changer. Et donc, si on positionne ça sur le processus complexe que je vous ai décrit de changement de pratique, on voit qu'il y a quand même du conseil qui est disponible à partir du moment où on commence à mettre en œuvre les pratiques sur la ferme. Donc, c'est ici à partir de l'étape 5, préparation, mise en œuvre, intégration de la pratique. Il y a ce conseil thématique en agroenvironnement qui peut intervenir aux phases avant, enfin, au moment du déclic, si vous voulez, au moment où le producteur est un peu ambivalent sur le changement, il commence à décider, à se décider. Mais par contre, sur les phases initiales d'inaction et de résistance au changement, on voit qu'en réalité, il n'y a pas d'acteurs, d'intervenants, voire même d'interventions spécifiques qui rejoignent ces producteurs-là, qui sont dans l'inaction, dans la résistance au changement. Et donc finalement, on peut se dire, est-ce que le système de conseil, il n'est pas lacunaire? Est-ce qu'il manque pas quelque chose ou quelqu'un à cet endroit-là? Dernier point, peut-être avant d'ouvrir des perspectives de recherche, c'est que il y a des formes de conseils alternatifs qui existent, hein, historiquement puis aujourd'hui à cette posture un petit peu du médecin qui formule sa prescription et qui, vous l'avez vu, en fait, ne fonctionne que dès lors que le producteur est déjà dans une dynamique de changement.
Ces formes de conseil-là considèrent que les producteurs, ce ne sont pas des exécutants, des destinataires d'une connaissance qui leur arrive, mais qui sont eux-mêmes une ressource sociale et cognitive, c'est-à-dire qu'ils sont co-créateurs de connaissances. Et ça suppose aussi de considérer que, en fonction du stade de changement dans lequel se trouve le producteur, ce ne sont pas les mêmes besoins en conseil, donc ce ne sont pas les mêmes intervenants, donc qui vont être sollicités. À partir de là, en fait, le rôle du conseiller va changer. L'expertise va demeurer, mais il va aussi avoir un rôle de facilitateur. Ça, c'est lié au fait que à plein de moments, en fait, les connaissances scientifiques et techniques, elles peuvent être lacunaires et il n'y a pas ces solutions clés en main. Et donc, le conseiller ne peut pas formuler une ordonnance. Il est obligé de participer d'un processus de création de connaissances adaptées. C'est lié aussi au fait que voilà, les enjeux se multiplient, les acteurs sont multiples aujourd'hui, hein. Le producteur, il prend pas les décisions tout seul, il est dans un environnement institutionnel complexe. Il y a par exemple les organismes de bassin versant, etc. Enfin, on lui assigne beaucoup des missions, de multiples missions. Et enfin, ces multiples missions, elles se traduisent par des objectifs qui vont être multiples, techniques, économiques, sociaux, etc. Et donc finalement, on n'est pas dans une solution simple, on est dans une solution qui est un compromis satisfaisant entre ces différents objectifs-là. Et ça complexifie évidemment le conseil, parce qu'on ne peut pas formuler un conseil en disant le conseil doit viser tel objectif en particulier. C'est cette multiplicité des objectifs qui doit être considérée. Donc pour répondre à ça, on pourrait finalement opposer deux postures professionnelles du conseil agricole. La première posture, c'est la posture un peu classique de l'expert conseil qui est dans une logique de résolution de problèmes. Il arrive, il fait son diagnostic, un diagnostic agronomique. C'est lui qui est acteur du conseil, c'est-à-dire qu'il a la majorité de la parole et il identifie le problème avec le producteur et il formule sa recommandation. Et il y a aussi une autre perspective qui vient un petit peu s'opposer à cette dynamique-là, qui est plus un conseil bottom-up, on va dire, là, ou en tout cas qui laisse plus de parole au producteur qui est accompagné. Dans la littérature, on parle de tenir conseil par opposition à expertise conseil. Et là, on va plus chercher à amener la personne à développer ses propres solutions et le facilitateur est là pour d'abord favoriser le questionnement et ensuite essayer de trouver des solutions adaptées, satisfaisantes, considérant qu'il n'y a pas de solution optimale et parfaite au problème que le producteur est en train de dessiner. Alors, la solution facile, c'est d'opposer ces deux visions-là. En réalité, les travaux de Guy Ford et de ses co-auteurs sur le conseil et l'innovation montrent que cette diversité d'approches de conseil coexistent et que tout l'enjeu, c'est de choisir une approche de conseil qui soit pertinente pour répondre à l'enjeu du moment ou pertinente en fonction de la phase du changement de pratique dans lequel se trouve le producteur. Donc le choix d'une approche de conseil en amont, elle dépend du type de problème qu'on a à résoudre. Est-ce que c'est un problème simple où la solution est connue, ou est-ce que c'est un problème complexe où la solution n'est pas connue? Est-ce que le type de solution va être normalisé, ou alors est-ce qu'elle doit être co-construite? Et aussi, ça va dépendre de la posture du conseiller, à quel point il vise l'autonomisation du producteur ou pas. Évidemment, ça dépend aussi du producteur. Certains producteurs veulent un conseil, voilà, je veux savoir quoi faire et, et demandent ça, évidemment. C'est pas que dans la cour du conseiller, c'est ce que je veux dire. Et donc à partir de là, on va choisir une approche de conseil qui va déterminer le type d'interaction entre le conseiller et l'agriculteur. Est-ce que c'est des relations intenses ou pas, fréquentes ou pas? Quels outils aussi on va mobiliser? Est-ce qu'on est capable de mobiliser des outils d'aide à la décision qui existent déjà ou est-ce qu'il faut les construire? Est-ce qu'on va faire un conseil individuel et directif ou au contraire un conseil plus de co-développement en groupe de pairs? Et ça, évidemment, ça va ensuite déterminer le coût et la capacité d'accès au conseil. J'en viens maintenant, sur cette base, un petit peu la base du constat que je viens de dresser, à quelques pistes de recherche que j'essaie de développer avec les étudiants avec qui je travaille. D'abord,
je vous ai dit qu'il y avait une diversité de sources de conseils et d'informations qui sont mobilisées par les producteurs pour soutenir leur changement de pratique. Et donc ça veut dire qu'il faut considérer l'ensemble de ces sources-là pour comprendre effectivement comment le conseil soutient ou non la transition. Et ça repose sur la notion de système d'innovation, c'est-à-dire le fait que le conseil il s'inscrit dans un réseau d'organisations d'individus qui interagissent. Et c'est pas que la présence des acteurs qui explique le résultat, c'est aussi l'interaction, la cohérence ou non de ce système-là. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de cartographier ce système d'innovation-là, de savoir qui intervient, quelle est la diversité des acteurs, quelles sont les interactions entre les acteurs, puis surtout, est-ce qu'il y a des différences au fur et à mesure qu'on avance dans l'intégration des pratiques? Autrement dit, est-ce que les systèmes d'innovation évoluent en fonction du stade de l'innovation par les producteurs? Donc pour ça, on est en train de conduire des études de cas donc au Québec dans le secteur des grandes cultures et ça donne des résultats assez intéressants, mais ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine présentation. Deuxième élément, puisque le changement de pratique ne dépend pas que du transfert de connaissances du haut vers le bas, c'est intéressant de considérer non pas les activités uniquement de transfert de connaissances, mais plus largement des activités de gestion des connaissances. C'est-à-dire à la fois comment la production et la connaissance est produite, pardon, comment est-ce qu'elle est diffusée, est-ce que c'est du transfert, est-ce que c'est du partage, par quels canaux, et comment est-ce qu'elle est appliquée. Et donc ça, vous voyez que c'est une perspective un petit peu plus large que simplement le transfert, et on a diverses activités de gestion des connaissances, de leur création jusqu'à leur application, qu'on est capable de théoriser et donc d'analyser. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas tant d'informations que ça dans la littérature scientifique sur les besoins des producteurs en matière d'accompagnement dans le processus de gestion des connaissances. Autrement dit, on sait que la connaissance c'est important, etc., etc., mais on ne sait pas comment est-ce qu'on peut favoriser la gestion des connaissances dans ce système d'innovation. Et donc, on a monté un projet de recherche-action où on va, avec des producteurs, avec des conseillers, avec des experts, essayer de construire des méthodes opérationnelles de gestion des connaissances qui vont pouvoir répondre aux besoins des producteurs et des conseillers pour favoriser la transition. Puis enfin, dernier projet de recherche, on va analyser ce que j'appelle les environnements et les situations d'apprentissage social. Donc ça repose sur l'idée que les interactions entre pairs, donc entre producteurs agricoles, c'est souvent mis en avant comme un incitatif au changement. Le fait que le voisin fasse quelque chose et nous en parle, ça peut nous amener à prendre la décision de changer. La réalité, c'est ce qu'on voit dans d'autres travaux, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, les interactions entre producteurs, c'est important pour eux. Et ça fait partie de la dynamique traditionnelle du conseil avec ces groupes de développement dont je vous parlais au début. Et donc l'idée, c'est que la connaissance, c'est pas qu'un enjeu technique ou technologique, c'est aussi un enjeu social de la manière dont elle est intégrée par les gens, elle est mobilisée par les gens. Et ça, donc, ça nécessite de s'intéresser au processus social qu'il y a derrière. Et donc, on va essayer de déterminer comment ces situations d'apprentissage social, ces groupes de producteurs, euh, influencent effectivement la trajectoire des producteurs dans ce processus de changement. Et donc, pour ça, on va étudier les cohortes du MAPAC, les cohortes d'entreprises agro-environnementales qui ont été mises en place là, grâce au plan d'agriculture durable. Et on commence à avoir quelques années de recul. Donc, on va commencer à faire des études de cas dans ce secteur-là. J'en ai terminé. On va pouvoir passer à la discussion. Je voulais terminer avec une citation d'Edgar Morin, qui est un philosophe français et qui a cette phrase que j'aime beaucoup, où il dit finalement, c'est pas une affaire de spécialiste ou de généraliste, autrement dit, c'est pas une affaire d'expert ou de facilitateur. Il faut vraiment réussir à former des gens polyvalents et qui vont être capables de s'adapter face aux complexités au pluriel. Et j'aime beaucoup ce pluriel à complexité. Ça résume bien tout l'enjeu. C'est que la solution, bah, elle n'existe pas encore. Donc, c'est à nous de la construire collectivement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, j'ai hâte de discuter avec vous.
Donc, merci beaucoup, Monsieur Duro. Est-ce que vous voulez... ah oui, arrêter le partage, c'est parfait. Donc, écoutez, ben, merci beaucoup. C'était super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup interpellé aussi. J'ai un projet de mobilisation des entreprises autour de la transition énergétique et de l'économie verte que j'ai la chance de coordonner, là. Puis, il y a beaucoup de parallèles que je vois, là. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Donc, écoutez, on passe à, comme je le disais, à la période de questions et d'échanges. Euh, J'inviterai les gens, on va y aller assez simplement, là. Vous avez plusieurs façons de poser des questions ou d'interagir. Je vois quelqu'un ouvert sa caméra, ça peut être une bonne option, ouvrir le micro, puis je vais pouvoir vous donner la parole. Sinon, il y a aussi la possibilité de lever la main pour ceux qui le savent, là. Il y a une petite option, là, lever la main. Donc voilà, mais ouvrir la caméra puis ouvrir le micro, ce serait tout à fait parfait. Donc, peut-être Madame Christine, Anne-Marie, est-ce que vous avez une question? Non, mais je regardais les diapos, là, mais c'est sûr que je dis ça vaut mieux un échange quand on se voit que quand c'est juste des écrans noirs, là, disons. Fait que c'est pour ça que Oui, tout à fait. là, je disais, non, je trouve ça super intéressant. Puis effectivement, moi, je travaille comme on essaie de mettre sur pied un programme justement qui va être basé sur du transfert des connaissances, sur justement le changement de pratique. Puis tu sais, j'étais curieuse de voir, tu sais, je me posais la question, tu sais, quel genre d'approche avec les producteurs va avoir plus de succès qu'une autre. J'étais déjà au fait du co-développement de ça, mais tu sais, est-ce que ce n'est pas un mélange de différentes actions à différentes étapes où ce que le producteur est rendu, là. Tu sais, c'est ça que tu sais, mettons, tu veux changer, tu veux faire, je sais pas, moi, tu veux commencer du pâturage, tu veux essayer des cultures de couverture, tu veux essayer de l'intercalaire. Tu sais, comment tu prends ça? Comment tu t'intéresses le producteur à bouger ou à faire rouler la roue pour qu'il veuille aller vers ça, là? Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir brisé la glace. Je vous ai comme un petit peu forcé la main, là. Je pensais Non, que non, vous c'est correct. J'étais juste, j'étais en train de penser dans ma tête, là. J'ai dit, bon, comment que c'est ça, là? J'aimerais ça participer à la discussion, parce que je trouve ça super intéressant. Je vais laisser Monsieur Duro peut-être réagir à votre question et intervention. Oui. Oui, d'autant plus une question qui est très ouverte, parce que le déclic, il y a une grande diversité de causes, en fait, de cette volonté de changer de pratique. Ça peut être parce qu'on a vu le voisin, on a participé à une formation, etc. Mais aussi parfois, c'est tout simplement une cause interne à l'entreprise, comme une nécessité de changer de pratique parce que les anciennes pratiques ne fonctionnent plus ou ne correspondent plus au changement de la réalité des producteurs, de leur travail, etc. Donc, de dire comment est-ce qu'on met les producteurs en mouvement, comment est-ce on leur donne envie de changer, c'est toute la question. C'est sûr qu'en plus il y a des tensions, hein, la phase de résistance, elle est réelle. Là, c'est que on ne veut pas en entendre parler, ou alors on a essayé une année de changer de pratique, ça n'a pas fonctionné, donc on est revenu en arrière, hein. C'est que c'est pas un processus qui est continu où on progresse, etc. Voilà, on peut progresser, mais on peut aussi stagner, on peut aussi Mm. reculer. Des producteurs qui ont commencé à changer puis qui reviennent en arrière parce que voilà, ça n'a pas fonctionné tel qu'ils l'espéraient. Et donc c'est là où on voit que des producteurs qui sont dans la phase de résistance ou de déclic, de mise en œuvre peut-être de, de test de la pratique, ils ont besoin d'un accompagnement davantage que d'une expertise très fine parce qu'ils sont pas encore suffisamment en maîtrise pour aller affiner la mise en œuvre de la pratique. Au départ, j'ai en tête un producteur qui nous a parlé du semi-direct. Il nous a dit que pour simplement régler le semoir de semi-direct, ça lui avait pris 5 ans. Pas pour maîtriser le semi-direct dans toute sa complexité, juste bien régler son semoir. Et donc ça, c'est pas tant une expertise que le conseiller va pouvoir apporter de l'extérieur, mais plus l'accompagnement dans ce processus Mm. d'adaptation de la pratique à la réalité. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que si on considère que le changement de pratique, c'est un continuum et un processus. Et ben, il y a de la place pour l'expertise à certains moments, puis il y a de la place pour l'accompagnement dans d'autres moments. Donc, effectivement, ça facilite pas la tâche des équipes de recherche qui veulent faire de la mobilisation des connaissances, parce que ça veut dire que l'activité de mobilisation des connaissances doit être adaptée au public qu'on a en face Ouais. de nous. Donc, ça complexifie les choses.
Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez compléter? Non, Non? ben, j'avais peut-être juste un dernier commentaire. J'étais contente de voir que, tu sais, à un moment donné, dans les diapositives, là, l'ambivalence, le trigger, là, tu sais, que le conseil thématique en agro-environnement ou en quoi que ce soit, c'est que des fois, il y a des organisations qui font beaucoup de transferts, puis tu te demandes à quoi il sert, tu sais, y est-tu lu, y est-tu considéré? Fait que, tu sais, à quelque part, c'est comme du conseil. Fantôme, mettons, mais tu sais, on voit qu'il y a un impact puis qui va aider dans la décision plus tard du producteur d'aller plus loin. Fait que tu sais, tout ce conseil-là qui est fait de manière anonyme, générale, ben, on voit qu'il y a quand même une utilité, là. Fait que c'est ça qui est intéressant, là. Il vient combler une lacune, mais Ouais. là, les travaux que je vous ai présentés, c'était vraiment sur la perspective des conseillers, mais on n'a pas de recul sur à quel point ça génère du changement chez les producteurs, ceci dit. À ma connaissance, ça, on le sait pas encore, mais c'est sûr que c'est difficile d'évaluer l'impact de ce conseil-là pour la raison que, Mm. il est beaucoup plus diffus Ouais, c'est ça. un Mm. conseil marchand. Ouais. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on avait une autre question? Je vois peut-être. Oui, Madame Gombeau, oui. Oui, bonjour. Ben, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. Ce qui m'a interpellée, c'est que vous disiez que de temps en temps, un changement, ben, ça peut prendre du temps. Exemple, je sais pas, moi, un sol compacté, ben, c'est pas en une année en faisant un semi-direct ou une meilleure pratique que ça va se décompacter puis qu'on va avoir des super beaux rendements. Donc, je me disais, ben, finalement, le producteur, quelque part, ben, il perd un petit peu des fois en améliorant ses pratiques sur quelques années. Puis, est-ce que, ben, justement, il y a une réflexion autour de ça, il y a des compensations pour les aider à tenir sur le long terme, connaissant déjà bah, la difficulté du travail qu'ils peuvent avoir. Oui, c'est un bon point, c'est que ça met bien en avant que la diffusion des connaissances et le conseil, c'est un facteur parmi d'autres, mais qui ne se suffit pas là. C'est un ensemble Mm. de facteurs et les soutiens publics sont certainement importants, mais ils ne se suffisent pas non plus. Hein. On voit que c'est pas parce qu'on met en place des compensations financières, alors ça existe en Europe avec les éco-régimes ou les différents paiements du deuxième pilier, ça existe au Québec avec la rétribution des pratiques agro-environnementales. Euh, c- ce qui peut, euh, ce qui peut arriver avec ce genre de programme, c'est que ça peut être un effet d'aubaine de producteurs qui le font déjà, puis qui finalement rentrent dans le programme parce que ça correspond à ce qu'ils font déjà. Euh, mais il y a voilà, les programmes sont pas forcément non plus ce qui va générer la volonté du producteur de changer. Ce qui est assez, ce que j'observe dans les échanges avec les producteurs, dans les différents travaux qu'on conduit, c'est que le- c'est intéressant de se focaliser sur la raison qui les a poussés à changer. Puis elles sont très très diverses. Puis c'est pas toujours parce qu'on peut avoir un financement. Là. C'est pas Mm. c'est rarement ça qui est mis en avant. Il faut essayer de mettre en évidence un besoin, un intérêt de la pratique et de faire la démonstration que concrètement, ça va aider le producteur. Puis évidemment, s'il y a des soutiens financiers, c'est là où le conseiller peut aussi aider les producteurs à aller chercher ces financements-là parce que c'est des dossiers, etc. à faire. Et donc, c'est là où je disais que le conseil joue peut-être un rôle aussi un peu politique dans le sens où il fait la promotion et il permet aux producteurs d'accéder aux différents programmes qui lui sont offerts. Et peut-être, je sais pas, mais au-delà justement de la compensation ou du soutien financier, est-ce que, il y a des solutions ou des idées qui auraient été imaginées autour de groupes de soutien un peu sur le long terme ou de compensation, par exemple, bah, ah, mon champ, il n'a pas assez produit, moi, il a beaucoup produit, un peu comme une coopérative de solidarité, puis que bah, sur la région, ça s'équilibre finalement. Si un producteur, une année, bah, ça va vraiment pas, une autre année, ça va mieux. Enfin, je sais pas. Oui, c'est une bonne question. C'est l'objet d'un autre projet de recherche que j'ai pas présenté là, qui est plus sur comment est-ce qu'on fait le lien entre les programmes de gestion des risques et la transition agro-environnementale. C'est une autre question qui est beaucoup plus complexe. Il y a des initiatives de ce qu'on appelle l'assurance verte. Hein. Il y a des fonds de Ok. mutualisation, une expérience en Italie, etc., où tu réduis l'utilisation de tes pesticides et donc tu es compensé si jamais tes rendements diminuent. Euh, ça,
c'est intéressant. Je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que les assurances, elles vont généralement pas là parce que c'est très dépendant de ce qu'on appelle l'aléa moral. Le producteur, il peut volontairement réduire voilà, ses pratiques de gestion des ravageurs parce qu'il sait qu'il va être Ok. compensé. Donc, il y a des enjeux en termes d'assurance. Mais en tout cas, il y a des travaux qui sont conduits là-dessus, notamment par des équipes en France qui ont fait un papier sur l'expérience, une expérience de choix en viticulture, où ils ont été voir si les viticulteurs en France ils seraient prêts à réduire l'utilisation de leurs fongicides euh, avec la possibilité de souscrire à une assurance qui les compenserait en cas de diminution de rendement. Mais la mise en œuvre de ce genre de dispositif, elle est complexe. Mais en tout cas, c'est une réflexion qui émerge un petit peu partout, mais qui n'est pas Merci. encore mise en œuvre de manière généralisée. Ok. Merci. Merci beaucoup. On avait une prochaine question, Monsieur Calixte. Oui, puis allez, Merci, Jason. on vous Merci, écoute. professeur Romain. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci, d'accord. Merci, professeur Romain, pour votre présentation, expertise et accompagnement. J'ai bien aimé la façon dont vous l'abordez par un questionnement. Et je me demande peut-être juste une autre réflexion. Eh bien, vous l'avez mentionné dans votre présentation aussi quand même, et un tout petit peu, ben, c'est comme pas la gouvernance, mais cette synergie-là aussi entre les différents acteurs. Vous avez parlé du ministère, du ministère, de l'ordre, de l'UPA, de vraiment cette approche expertise et accompagnement aussi. Est-ce que cet angle-là, comment pourrait rentrer dans la réflexion pour une sorte de co-construction, comme vous le dites, parce que parfois, on pourrait dire ben, pas les intérêts, mais la finalité, par exemple, le ministère de l'Environnement, pour les questions d'engrais en termes de pollution d'eau, les agriculteurs, ils cherchent des rendements. Donc, vraiment, est-ce que ça pourrait pas faire partie d'une réflexion en termes d'expertise ou accompagnement aussi? Merci, Oui. Monsieur Thureau. Oui. Complètement. L'intérêt de l'approche par les systèmes d'innovation, cette approche systémique, c'est d'interroger la cohérence entre les différentes interventions des uns et des autres. Euh, Parce que souvent, ce qu'on observe, c'est que le conseil marchand, les conseillers, les agronomes peuvent accompagner les producteurs dans le changement de pratique, mais ils ne le font que si le producteur leur demande finalement. Donc ils répondent à une demande. Ils ont très peu, dans leur discours, de marge de manœuvre pour essayer de stimuler le changement de pratique. Euh, ça pose la question de la collaboration entre les différents acteurs du conseil et de la diffusion des connaissances au sens large. Le problème, surtout peut-être, je vais parler au Québec, mais c'est certainement le cas dans d'autres contextes, c'est que le conseil est très siloté. C'est-à-dire qu'il est en silo et chacun est dans son couloir et fait son conseil spécialisé. Et on a très peu de collaboration entre les différents conseillers. Alors, il y a des initiatives, ce qu'on appelle le conseil multi, où on met le vétérinaire, l'agronome, le conseiller en gestion, voilà, autour de la table et on fait du conseil multidisciplinaire. Mais la plupart du temps, c'est un conseil qui fonctionne par couloir. Et ça, c'est un enjeu pour la cohérence du conseil, parce qu'au final, c'est le producteur qui tranche, là, qui doit faire son avis avec ses différentes sources d'informations. Si on rajoute à ça les réseaux sociaux, etc., etc., enfin, et donc ça interroge la cohérence des discours, la cohérence des actions de conseil. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que malgré tout, chacun a un rôle et il ne s'agit pas de se substituer au rôle des uns et des autres. Il s'agit d'interroger la cohérence de ces actions-là. C'est une bonne question que vous posez. Merci beaucoup. Ça répond à votre question, Monsieur Calixte? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est bon, parfait. Excellent, merci. Merci. Donc, écoutez, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on a encore le temps de prendre quelques questions. J'inviterai les gens qui aimeraient poser une question à M. Dureau de se manifester. Donc, il y a différents moyens, là. Aussi, ça peut être comme je disais, ouvrir la caméra, lever la main, ou aussi dans l'outil conversation, ça peut être une autre option. Sinon, moi, je me lancerais peut-être, tu sais, pour faire un petit parallèle avec un projet auquel je coordonne, que je mentionnais tout à l'heure, qui est au niveau de
Mouvement Entreprise verte Québec, dans le fond, qui est un projet de mobilisation des entreprises qui sont situées dans les parcs industriels. Puis le défi numéro un, je dirais, c'est le passage à l'action. Donc, ça m'interpelle beaucoup puis on travaille dans une optique aussi assez de co-développement par des cercles d'expertise et tout ça. Puis nous, une des actions qu'on met en place, ou un des messages clés qu'on essaie de faire valoir, c'est que bien sûr que c'est important de passer à l'action au niveau de l'action climatique, puis avoir des entreprises plus vertes pour une question de valeur ou pour léguer disons, une meilleure terre ou un avenir à nos enfants. Mais il y a toute une série d'avantages économiques aussi, tu sais, dans la réduction des coûts, dans l'augmentation de la compétitivité des entreprises. Donc, on essaie beaucoup de faire valoir un peu ces points de vue-là. Est-ce que ce que vous avez vu dans la littérature, M. Duro, des exemples comme ça, ou est-ce que ça peut faire partie de l'approche d'accompagnement auprès des, des- des entreprises agricoles? Oui, c'est sûr que ce qu'on va appeler le facteur économique, c'est-à-dire la capacité à maintenir une rentabilité satisfaisante, il joue beaucoup. Là, ça apparaît dans les revues de littérature. Dans le secteur de la canneberge qu'on a étudié dans le cadre d'un projet que je vous ai présenté, ce qu'on voit, vraiment le facteur déterminant qui fait que les producteurs de canneberge continuent d'utiliser des pesticides de synthèse, c'est que le bio est pas assez payant. Et on a Mhm, vu dans le secteur de la canneberge une grosse montée en puissance du bio parce que c'était très payant sur des marchés à l'export. Puis le prix a chuté en dessous du seuil de rentabilité, ce qui fait qu'ils ont détransitionné, sont revenus en conventionnel du fait que le prix du bio était plus suffisamment avantageux. Donc oui, c'est sûr que c'est un facteur qui joue. Je suis pas persuadé que ce soit le facteur qui va mettre les gens en action. Je- mhm. il faudrait peut-être creuser un petit peu plus cette question-là, mais en tout cas, c'est pas l'argument qui portera le plus pour mettre les gens en action. Faut qu'il y ait des intérêts, mais c'est pas forcément un intérêt économique dans le sens où ça va augmenter la rentabilité de l'entreprise. Il faut qu'il y ait un intérêt technique, il faut que ce soit peut-être une pratique plus économe en travail, pour libérer du temps. Vous voyez, Mhm. il y a d'autres déterminants. Alors là, je suis très entreprise agricole, ça s'applique peut-être moins à l'exemple que vous donnez, euh, mais ça joue. C'est sûr que c'est un facteur qui est documenté et puis qui joue. Merci beaucoup. Entre-temps, on a eu une nouvelle question, une main levée en fait de M. Capo. Est-ce que vous voulez ouvrir votre caméra et votre micro, monsieur? On serait prêt on est à l'écoute. Bonsoir, cher professeur. Oui, on Je vous me entend nomme, bien? Oui. je me nomme Kossi Kakpo. Je suis doctorant en première année et mes travaux de recherche portent sur la dynamique de conseil agricole, ses déterminants et son impact sur l'adoption de l'agroécologie. Et donc, je participe à cette réunion avec beaucoup d'intérêt. Et je voudrais poser une question au professeur, euh, une question qui est déjà posée dans le descriptif de la réunion, à savoir, est-ce que dans le contexte euh, du Canada, ces deux formes de conseil aujourd'hui s'opposent ou bien se complètent? Est-ce que, il va exister des conseils, un conseil spécifiquement pour des questions environnementales, des questions d'agriculture durable, ou bien il y aura des conseils dualistes qui vont s'adapter en fonction des besoins des acteurs, des producteurs? Merci. Merci beaucoup pour la question. Merci. Et puis, bon courage pour votre thèse. C'est un sujet très intéressant puis très porteur. Sur la question de est-ce que les modalités de conseil s'opposent, alors vous avez compris, j'essaie de défendre l'idée que ça ne s'oppose pas, que ça se complète.
Simplement, j'interroge davantage la cohérence des interventions de conseil. Parce que c'est sûr que si un agronome dit rouge, puis l'autre dit bleu, parce que c'est pas la même source de conseil, ça ne, ça envoie un signal d'ambiguïté, voilà, et c'est pas de nature à donner confiance aux producteurs, puis c'est bien normal. Mais par contre, le- la connaissance agronomique, elle est tellement fine aujourd'hui, elle est tellement précise, on développe tellement de précision là-dedans que l'expertise, elle sera toujours nécessaire et elle peut être au service de la transition, évidemment, hein. Mais ce qu'on a tendance à avoir, c'est que ce n'est pas un gros degré d'expertise qui est nécessaire aux premières étapes du processus. Et donc, c'est ça qui fait que l'initiative du PAD, là, avec les corps d'entreprise agro-environnementale, elle est très, très intéressante. C'est parce qu'elle vient comme euh, répondre à cet enjeu-là. Ceci dit, ça ne règle pas la question de qui participe au groupe. Et ce qu'on a tendance peut-être à avoir, c'est que les producteurs qui sont très avancés dans les pratiques, donc qui ont beaucoup d'expérience à communiquer, ils participent pas tant en réalité à ces groupes-là. Par exemple, ils participent pas au club en agro-environnement, ils ont tendance à se retirer. Ils participent au début, puis après ils se retirent. Puis par ailleurs, les producteurs qui sont dans la phase de résistance, ils vont pas forcément de même y aller. C'est bien normal, ça les intéresse pas, on participe pas à quelque chose qui nous intéresse pas tant que ça. Donc, la question de savoir comment est-ce qu'on les amène à s'y intéresser sans non plus les harceler puis voilà, être désagréable, hein, mais comment est-ce qu'on les amène à cheminer dans les premières étapes de ce cheminement? Il y a des travaux, notamment d'Aurélie Dumont dans sa thèse, qui ont été portés là-dessus, qui sont très très intéressants. Je vous invite à lire sa thèse et les articles qui vont en découler. Et ce qu'on voit bien, c'est cette diversité de facteurs là qui interviennent et qu'il faut considérer avec le petit complément que je fais sur la base de mes travaux, qui est qu'il faut considérer la manière dont ces facteurs interagissent et pas seulement les facteurs pris individuellement. C'est éminemment complexe. Donc pour moi, la meilleure des approches, c'est tout simplement d'en parler en fait avec les producteurs concernés, dire quelles sont les approches qui vous seraient le plus utiles et à partir de là, essayer de développer les outils adaptés. Quand je vous dis que la solution, elle est pas clé en main, l'approche de conseil n'est pas non plus unique et clé en main. Merci beaucoup. Donc, on a une dernière question, en fait, de Madame Bouchard. Dans le contexte économique et politique actuel, je serais curieuse de vous entendre quant à votre niveau d'optimisme en lien avec les défis des producteurs agricoles. Donc, j'imagine que vous faites référence, bien sûr, à la menace tarifaire. Donc, oui, Monsieur Duro. Oui, bah c'est sûr, si je reprends l'exemple de la canneberge qui était tirée par des marchés biologiques à l'export et qui disparaissent qui sont de moins en moins intéressants, ça pose problème hein, et ça crée parfois des reculs dans le processus. Euh, Donc après là, on sort un petit peu de mon expertise, on va dire, sur les échelles plus méso-institutionnelles. On est plus sur des politiques publiques à l'échelle macro-institutionnelle. C'est sûr qu'en tout cas, ça prend du soutien là, les producteurs, ça prend du soutien pour qu'ils s'engagent dans un changement de pratique qui est souvent perçu comme une prise de risque, hein. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête et c'est une prise de risque sur le temps long, hein. Quand il faut 10 ans pour maîtriser une pratique, c'est sûr que on a besoin d'y voir clair sur cet horizon-là. Et s'il y a de l'incertitude, bah, ça crée une forme de conservatisme qui est bien compréhensible. Donc je partage cette inquiétude. euh, et après, bah, c'est d'autres enjeux que celui que j'ai traité aujourd'hui. Donc je vais rester prudent, mais oui, je partage cette inquiétude. Merci. Puis ben, en plus, ça allait bien pour une ouverture, en fait, hein. Donc, écoutez, l'événement se termine. C'était de midi à 13 heures. Donc,
Ma collègue, justement, vient de partager le lien pour vous abonner à la liste de diffusion pour recevoir l'infolette, donc pour les bénéfices de tous et toutes là, pour les prochaines activités. Puis, on vous avait aussi partagé l'information là, pour le membership et les événements d'envergure qui s'en viennent. Donc, écoutez, Monsieur Duro, on vous remercie beaucoup. Ça a été très enrichissant. Puis, on a bien apprécié les échanges aussi qui s'en sont suivis. Euh, donc, ben, on va avoir l'occasion de se revoir, bien entendu, là, dans les prochaines activités de l'Institut EDS. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.